Responsabilité, le podcast de Charlotte Michon. Droits humains pour comprendre les nouvelles obligations des entreprises. Bonjour à tous et bienvenue dans ce podcast consacré aux nouvelles responsabilités des entreprises en matière de droits humains. Je suis Charlotte Michon, je suis avocate et j'accompagne les entreprises dans la compréhension et la formalisation de leurs démarches et dans la conformité à leurs devoirs de vigilance. Nous allons parler aujourd'hui des engagements publics des entreprises, notamment les entreprises françaises, en faveur des droits humains. Ce que nous voyons de plus en plus, ce sont des politiques vraiment dédiées aux droits humains, des politiques qui dépassent finalement les engagements généraux que les entreprises peuvent avoir dans leur charte éthique ou dans leur politique RSE, donc de respect et de protection des droits humains. Et ces politiques les déclinent et les détaillent. Et je vais y revenir sur le contenu de ces politiques et un peu les pratiques des entreprises. Avant ça, je voulais évoquer avec vous le fait que cette question de l'engagement politique d'une entreprise est une attente explicite finalement des référentiels de soft law dont j'ai déjà parlé et qui inspirent aujourd'hui les législations autour de devoirs de vigilance. Donc notamment les principes directeurs des Nations Unies relatifs aux entreprises et aux droits de l'homme demandent explicitement aux entreprises, et je cite, un engagement politique de l'entreprise de s'acquitter de leurs responsabilités en matière de respect des droits humains. Et les principes directeurs précisent que cet engagement doit être pris par ce qu'ils appellent une déclaration de principe qui doit être approuvée au plus haut niveau de l'entreprise, qui doit énoncer ce que l'entreprise attend du personnel, des partenaires commerciaux et des autres parties prenantes directement liées à ses activités, produits ou services, qui doit être accessible au public et faire l'objet d'une communication interne et externe, donc au profit de l'ensemble du personnel, des partenaires commerciaux et des autres parties prenantes concernées, et qui doit être prise dans les politiques et procédures opérationnelles afin d'être incorporée d'un bout à l'autre de l'entreprise. Et vraiment, les principes directeurs des Nations Unies insistent sur l'importance de la publicité de ces engagements en matière de droits humains et de ces attentes de l'entreprise, et donc d'une part de l'accessibilité au public ou à toute personne intéressée, mais aussi en interne de la communication proactive à tous les salariés, toutes les filiales, et en externe à toutes les entités avec lesquelles l'entreprise a des relations contractuelles notamment et les relations commerciales. Alors cette exigence d'engagement politique a été posée, donc, comme je l'ai dit, par les principes directeurs des Nations Unies en 2011. Et c'est une exigence qui a été assez rapidement reprise finalement par les parties prenantes, et notamment, je pense aux agences de notation extra-financière qui ont demandé dès 2011 et qui demandent toujours, depuis lors aux entreprises, des questions sur leurs engagements publics en la matière et des questions de plus en plus précises. Et les entreprises elles-mêmes, notamment les plus avancées en matière de droits humains, ont adopté dès cette époque ce qu'on appelle les statements, des déclarations de principe sur les droits humains. Ce sur quoi je voudrais insister aujourd'hui, c'est que, et par rapport à l'expérience que j'ai des entreprises françaises et des pratiques des entreprises françaises, c'est que nous voyons, et c'est aussi une conséquence, je pense, de la loi française sur le devoir de vigilance, nous voyons aujourd'hui de plus en plus de politiques donc dédiées à ces droits humains. Et encore une fois, quand je dis des politiques, c'est pour dépasser les grands engagements qu'on peut retrouver, éthique, RSE, dans d'autres documents. Il y a à ce jour environ la moitié des entreprises du CAC 40 qui ont adopté ce genre de politique, et ce, quel que soit leur secteur d'activité. C'est vraiment une réponse transverse qui est apportée par les entreprises sur ces questions de droits humains. Et on voit clairement une différence entre les premières déclarations, les déclarations de principe, les statements que j'évoquais tout à l'heure, et ces politiques droits humains, notamment les plus récentes en termes de détails et de contenu. Donc on retrouve l'engagement au plus haut niveau, souvent dans les entreprises, dans les politiques dédiées aux droits humains, sous la forme soit d'un édito du CIO ou du directeur général, ou leur signature qui est apposée à la fin de la politique. Il y a certaines politiques qui vont plus loin et qui mettent les signatures de l'ensemble des membres du COMEX, donc ça permet d'avoir encore plus un engagement au plus haut niveau visible.
Les entreprises dans ces politiques donc, prennent des engagements de respecter les standards internationaux des droits de l'homme. Donc on parle de droits internationalement reconnus et c'est important, encore une fois, je l'ai déjà dit, dans le cadre d'entreprises internationales avec des activités à l'international. Ce que l'on attend des entreprises, c'est bien qu'elles respectent à minima ces standards internationaux, notamment de l'Organisation internationale du travail et de l'ONU. Et donc s'engager sur ces standards via les politiques droits humains permet à l'entreprise de s'acquitter de sa responsabilité. Il y a souvent aussi la question dans ces politiques, les entreprises abordent les questions des conflits de loi qui sont évidemment pas simples, et c'est l'idée de préciser que quand une loi s'oppose finalement à ces standards internationaux et contraire aux standards internationaux, l'entreprise ne doit pas évidemment violer cette loi, mais mettre en place des mesures pour respecter dans l'esprit ces standards internationaux. Alors évidemment, c'est au cas par cas et évidemment, c'est peut-être pas forcément satisfaisant. Mais en tout cas, cette question des conflits de loi est explicitement mentionnée dans les politiques droits humains. Ce qu'on voit dans les plus récentes politiques droits humains est en décalage justement, et ça je pense que c'est lié aussi à la loi française sur le devoir de vigilance, c'est que les enjeux, les engagements sont de plus en plus détaillés. La granularité des engagements est de plus en plus détaillée. Donc souvent, il y a la reprise des standards internationaux. Exemple, je m'engage à respecter la convention OIT numéro XXX sur le travail forcé et le travail des enfants. Mais là où ils vont plus loin, c'est qu'ils détaillent ce que veulent dire ces conventions en précisant l'âge, par exemple, en reprenant les grands contenus des dispositions. Et donc, ça permet à l'entreprise de mieux expliciter, de s'engager et de mieux expliciter ce qu'elle attend, notamment soit des partenaires commerciaux, soit des salariés en interne. Le périmètre des politiques droits humains couvre toutes les activités de l'entreprise en général, donc aussi bien les activités des collaborateurs, les activités internes que les activités des fournisseurs, voire des relations commerciales, partenaires commerciaux en général. Et là où ce sont des nouveautés, c'est que très souvent aujourd'hui dans les politiques droits humains, on a vraiment des informations sur le pilotage de la démarche, sur quels sont les acteurs concernés, quels sont les acteurs propriétaires des enjeux, d'un ou plusieurs enjeux droits humains, quelle est la gouvernance associée, qui est responsable dans l'entreprise finalement de la mise en œuvre effective de la supervision de la démarche, quels sont les processus, les moyens, par exemple les actions de formation qui sont mises en œuvre dans l'entreprise pour s'assurer du respect des engagements. Et évidemment, ça permet aux entreprises de montrer que c'est un véritable enjeu pour elles et de montrer qu'elles s'investissent dans ce respect des droits humains et finalement de convaincre et de contextualiser beaucoup plus leur démarche en interne. Et il y a aussi très souvent, et ça aussi ça permet de faire le lien avec le devoir de vigilance, une mention du dispositif d'alerte des entreprises, ou en tout cas des moyens pour les parties prenantes potentiellement impactées, pour les collaborateurs comme les parties prenantes externes, d'entrer en contact avec l'entreprise s'ils voient et s'ils sont témoins ou victimes d'un manquement finalement aux dispositions de la politique et aux engagements droits humains des entreprises. Donc vraiment, je vous encourage, je vais mettre des liens vers des politiques, les plus récentes politiques droits humains des entreprises, mais elles sont de plus en plus consistantes et elles s'inscrivent, et c'est explicitement cité, enfin les entreprises font le lien, dans le cadre du devoir de vigilance de l'entreprise, où finalement la politique est un moyen d'effectivité de la mise en place de la démarche de vigilance. Alors ce n'est pas une exigence explicite de la loi, mais en revanche ça l'est pour d'autres lois de conformité, Donc on peut considérer que le fait pour une entreprise d'avoir une politique dédiée aux droits humains et d'avoir encore une fois tous les moyens associés pour mettre en œuvre les engagements sera considéré par les parties prenantes, sera considéré par les juges comme un élément important de l'effectivité de la démarche de vigilance droits humains. C'est aussi intéressant pour l'entreprise, donc pour déjà, encore une fois, expliciter les attentes en interne auprès des salariés, mais aussi en externe auprès des relations commerciales. Donc ça permet, avant d'entrer dans la relation ou pendant la relation, de montrer que ces droits humains sont importants et qu'ils doivent être pris en compte et que ce sont des engagements véritables du groupe. Et c'est aussi souvent le point de départ, ces politiques droits humains, du lancement d'une démarche véritablement d'appropriation, d'une démarche de culture auprès des salariés sur les droits humains. Ça permet la diffusion de la politique
permet souvent de mettre en place des actions de sensibilisation et de formation pour expliquer à tout le monde, à tous les collaborateurs, ce que sont les droits humains et en quoi c'est important pour l'entreprise et en quoi et quels enjeux sont les plus saillants pour l'entreprise. Et c'est aussi, à partir du moment où il y a une politique assez précise et explicite sur ces questions, c'est aussi ce qui va servir de cadre d'audit, de référentiel d'audit ou de contrôle interne. Et donc, les exigences de la politique sont aussi souvent après intégrées dans les processus de conformité de l'entreprise. Voilà pour ce qui concerne les politiques droits humains. Donc, on continuera à suivre ce sujet, mais je pense que s'il y a un message à retenir aujourd'hui, c'est que véritablement, cela doit être vu comme le point de départ d'un exercice de culture pour tous les salariés et une preuve d'effectivité de la démarche de vigilance et de l'entreprise et de la volonté de l'entreprise d'avancer sur ces sujets. Alors aujourd'hui, sur la partie actualité, je voulais revenir avec vous sur un rapport du FIR. Donc le FIR, c'est le Forum pour l'investissement responsable, qui est sorti début février. Alors, pour préciser peut-être des informations sur le FIR, donc c'est une association qui est multipartie prenante et qui regroupe notamment l'ensemble des acteurs de l'ISR, donc de l'investissement socialement responsable, avec notamment les investisseurs ou les sociétés de gestion, mais aussi des agences de notation extra-financière et des syndicats ou des ONG. Et donc cette association a pour objet de promouvoir et de développer, c'est une association française, donc de promouvoir et de développer l'investissement responsable et ses meilleures pratiques. Et il se positionne aussi comme un acteur finalement du dialogue et de l'engagement avec les entreprises cotées sur ces questions de développement durable. Et c'est dans ce cadre que depuis 3 ans, le FIR mène une campagne de questions écrites lors des assemblées générales des entreprises du CAC 40, avec une dizaine de questions sur les enjeux environnementaux, sociaux et de gouvernance. Et donc le rapport sur les pratiques et les réponses surtout apportées par les entreprises du CAC sur l'année 2022 est sorti début février et s'inscrit dans le cadre d'une nouvelle campagne qui va avoir lieu en 2023, puisque les assemblées générales vont arriver prochainement à partir de mars-avril. Donc sur les questions posées et globalement depuis 3 ans, le FIR note des progrès, donc, avec notamment 3/4 des entreprises qui voient leur note augmenter sur ces 3 ans. Alors je ne vais pas tout développer aujourd'hui, mais je vous invite à aller voir le rapport, on va le mettre en note de cet épisode, puisque chaque entreprise est vraiment notée sur l'ensemble, sur chaque question. Donc comme ça, vous pouvez voir aussi, et avec la progressivité sur les 3 ans, donc vous pouvez voir les notes des entreprises et les justifications évidemment des notes. Ce qu'on peut noter rapidement, c'est que les grandes progressions donc, sont relatives dans les réponses apportées, sont relatives notamment au plan de décarbonation, avec une amélioration de la transparence sur les objectifs des entreprises et sur les moyens évidemment mis en œuvre pour les respecter. Et la deuxième grande progression notée, c'est sur les enjeux de l'intégration de critères ESG dans les rémunérations des dirigeants et des salariés et sur l'association des partenaires sociaux dans la définition et la mise en œuvre des stratégies RSE. Donc encore une fois, je ne vais pas tout développer, je vous laisse aller voir le rapport, mais je voulais juste mettre en avant 2 questions particulières qui sont posées aux entreprises et qui concernent nos enjeux droits humains et devoirs de vigilance. Alors la première concerne le salaire décent. Et sur cette question, clairement, le FIR montre que les résultats ne sont pas satisfaisants pour la majorité des entreprises et qu'il y a peu de progression par rapport aux années précédentes. Donc le FIR interroge les entreprises sur le fait de savoir si l'entreprise a défini un salaire décent et qui ne se limite pas notamment au salaire minimum légal local, et comment l'entreprise s'assure que ses salariés, ses propres salariés, mais aussi sur la partie fournisseur, mais aussi au regard des salariés des fournisseurs, donc comment elle s'assure que ces personnes, ces travailleurs bénéficient d'un salaire décent. Donc, le rapport du FIR nous enseigne que la moitié des entreprises du CAC 40 ne considèrent pas à proprement parler cet enjeu et n'apportent pas de réponse satisfaisante et circonstanciée selon leurs critères évidemment. On aura un podcast très prochainement sur cette question avec un témoignage d'une entreprise. Donc on détaillera exactement ce concept de salaire décent qui est encore compliqué à calculer et les réponses apportées par les entreprises.
Mais déjà, et par rapport au rapport du FIR, vous pouvez garder à l'esprit quelques bonnes pratiques des entreprises qui sont mises en avant. Il y a notamment le fait qu'une entreprise donne une définition qualitative d'un salaire décent et qui soit distincte et qui aille plus loin que le salaire minimum légal. Il y a des entreprises qui font des études, donc à partir de cette définition et de méthodologies reconnues, notamment par le recours à des bases de données d'ONG ou d'experts sur la question. Donc elles font des études dans chaque pays qui permettent de mieux cerner de manière quantitative donc le niveau d'un salaire décent, et donc qui vont après vérifier si leurs collaborateurs déjà sont payés de manière décente et évidemment mettre en place des actions correctives si nécessaire dans certains pays. Et l'autre grande bonne pratique, c'est le passage maintenant au niveau des fournisseurs et d'effectuer des vérifications équivalentes chez les fournisseurs avec des engagements à la clé, au moins sur certains des fournisseurs, et s'assurer qu'ils appliquent une politique de salaire décent, notamment via des vérifications sur place, mais aussi en incluant dans les contrats avec les fournisseurs ou dans les codes de conduite ou dans les chartes achats responsables explicitement cette question du salaire décent. Le deuxième sujet que je voulais développer par rapport à ce rapport du FIR rapidement, c'est la question de l'association des syndicats au plan de vigilance de l'entreprise. Donc c'est une question explicite qui est posée par le FIR aux entreprises du CAC 40 qui sont soumises à la loi française sur le devoir de vigilance. Alors pour mémoire, la loi française n'impose pas l'association des parties prenantes au plan de vigilance. C'est une incitation, une forte recommandation, si ce n'est sur le dispositif d'alerte de l'entreprise, où là, la concertation avec les organisations syndicales est obligatoire. Cependant, cette association des parties prenantes est en enjeu, un vrai enjeu pour les entreprises, puisqu'elle permet de faire une meilleure effectivité de la démarche. Et c'est d'ailleurs un point de négociation aujourd'hui assez fort autour de la future directive européenne sur le devoir de vigilance, avec une volonté, on le voit dans les débats et à travers les rapports des différentes commissions du Parlement européen, vraiment une volonté affichée de renforcer ce dialogue avec les parties prenantes et en particulier de le rendre obligatoire avec les syndicats. Donc ce que nous enseigne le rapport du FIR, c'est qu'il y a une intégration des partenaires sociaux encore très insuffisante dans les entreprises du CAC 40, avec peu d'entreprises qui les associent. Il y a quelques initiatives positives qui montrent quand même que certaines entreprises ont compris ces enjeux. Et notamment, il y a comme pratique citée, des guides ou des sensibilisations qui sont mises à disposition directement des organisations syndicales qui leur permettent finalement de monter en compétences et de mieux s'impliquer sur ces sujets. Il y a des concertations, vraiment des associations renforcées avec les syndicats et qui dépassent finalement la simple information ou présentation du plan de vigilance dans des comités annuels. Et il y a, et ça je pense qu'on refera aussi un podcast sur cette question spécifique, il y a véritablement l'association des syndicats au suivi de la démarche de vigilance. On leur présente tous les ans la mise en œuvre opérationnelle avec parfois des indicateurs associés. Et ça s'est fait via notamment ce qu'on appelle des accords cadres internationaux que certaines entreprises françaises ont pris avec les fédérations syndicales internationales. Donc je vous invite, c'est un bref aperçu et moi ce qui me paraît important dans ce rapport par rapport à mes enjeux, mais je vous invite à aller regarder exactement les pratiques des entreprises concernées dans le rapport. Voilà, et donc nous ferons des podcasts dédiés donc au salaire décent et à la question aussi des syndicats dans le devoir de vigilance. Je vous remercie de m'avoir écouté et donc on se retrouve dans 15 jours pour un nouveau podcast. Ce podcast est proposé et présenté par Charlotte Michon. Vous pouvez la contacter sur LinkedIn pour plus d'informations. Produit par Amicus Radio, réalisé par Léobardo Arango.